Bonjour à tous, nous allons vous présenter une étude des effets du bisphénol A et de ses dérivés chlorés sur le cerveau de souris par IRM et SRM. Donc voici Clarence et moi Josie. Mais qu'est-ce que tu fais? Je bois de l'eau, j'ai soif. Tu sais que c'est dangereux? Ah bon, pourquoi? Parce que dans ta bouteille, il y a du bisphénol A. En effet, le bisphénol A sert à fabriquer deux matériaux industriels que sont les résines époxy et les polycarbonates, qui servent eux-mêmes à fabriquer de nombreux objets du quotidien, comme les canettes, les boîtes de conserve, les tuyaux, les CD, les prothèses et les contenants en plastique, comme ta bouteille d'eau. Donc, le bisphénol A se retrouve dans de nombreux objets du quotidien, mais le problème, c'est que des petites parties de bisphénol A migrent de ces objets vers l'air, le sol, l'eau et les aliments. De plus, lors de la production, les industriels rejettent beaucoup de bisphénol A dans l'air. Et nous sommes donc exposés quotidiennement à faible dose, et comme le bisphénol A est un perturbateur endocrinien, c'est dangereux. C'est quoi un perturbateur endocrinien? Un perturbateur endocrinien est une molécule qui remplace une hormone dans l'organisme, et cela cause de nombreux problèmes. Le bisphénol A, lui, remplace l'œstrogène, et cela peut causer des pubertés précoces, un développement anormal du fœtus et une fabrication de cellules reproductrices qui sont altérées. Mais qu'est-ce que tu fais? Moi aussi, j'ai soif. Tu sais que ton eau du robinet est tout aussi dangereuse, voire plus dangereuse que mon eau en bouteille? Ah bon, pourquoi? Car comme tu le sais, pendant le traitement des eaux, on utilise le chlore. Et ce chlore va se coller aux molécules de bisphénol A, ce qui va créer plusieurs sortes de molécules de bisphénol A chlorées, comme le bisphénol A monochloré, bichloré, trichloré et voire même tétrachloré. D'ailleurs, je connais une doctorante qui est la seule à étudier les effets des dérivés chlorés du bisphénol A sur la structure et la composition chimique du cerveau. Chez les humains? Bien sûr que non, chez les souris. Pendant toute leur grossesse ainsi que pendant l'allaitement, on leur injecte des cocktails de bisphénol A chloré à faible dose. Des cocktails d'alcool? Mais non, des cocktails. Par cocktail, j'entends des mélanges de bisphénol A chloré que je t'ai présenté juste avant. À partir du sevrage, elle étudie les bébés souris par IRM et SRM. Pourquoi on étudie sur les bébés? On étudie sur les bébés car d'après une étude scientifique, on a retrouvé des traces de bisphénol A chloré dans le placenta ainsi que dans le lait maternel d'une femme. Elle les étudie donc par IRM et SRM, mais je ne connais pas trop ces procédés. Justement, j'ai eu l'occasion d'étudier l'IRM et SRM, donc je m'y connais un petit peu. Tout d'abord, IRM, ça veut dire imagerie par résonance magnétique, et SRM, spectroscopie par résonance magnétique. Ils utilisent donc un champ magnétique. L'IRM sert à nous donner des informations sur la morphologie et la texture. C'est comme une radio, mais sans rayons X. Elle utilise donc le champ magnétique. C'est ni dangereux et ni douloureux. Tandis que la SRM nous donne des informations sur la composition chimique. C'est comme une piqûre, comme une prise de sang, mais sans piqûre. Et grâce à la SRM, on peut déterminer un type de tumeur, tandis qu'avec l'IRM, on peut détecter une pathologie, voir le développement de cette pathologie et voir le développement du traitement. Ici, on peut observer une machine à IRM, c'est celle qu'on a pu utiliser. Elle est beaucoup plus petite que celle pour les humains, car on l'utilise sur de petits animaux, comme les souris. C'est bien beau tout ça, mais comment ça marche? Les êtres vivants sont composés à 70% d'eau. Dans la nature, leurs molécules d'eau sont dans tous les sens. Quand on insère l'être vivant dans la machine à IRM, ces molécules d'eau se polarisent, c'est-à-dire qu'elles se mettent toutes dans le même sens, car elles subissent un champ magnétique numéro 1. Ensuite, on applique un deuxième champ magnétique qui s'appelle B1 et les molécules basculent de plus en plus jusqu'à un angle de 90 degrés. C'est la résonance. Ensuite, on enlève ce deuxième champ magnétique et les molécules d'eau reviennent à leur place initiale, comme ceci. C'est la relaxation. Mais elles ne reviennent pas toutes à la même vitesse car elles ne sont pas toutes dans le même milieu. C'est comme si on mettait des skieurs dans un télésiège. Ils vont tous monter en haut de la montagne à la même vitesse, mais ils ne vont pas la descendre à la même vitesse, car certains auront des sapins, d'autres des bosses. Ils auront donc un milieu différent, donc une vitesse différente.
On obtient alors une sinusoïde et grâce à une fonction mathématique qui s'appelle la transformation de Fourier, on obtient soit une image, soit un spectre. Mon amie doctorante obtient donc ces résultats. Sur l'image de cerveau, elle observe principalement deux parties qui sont le cortex, qui est le lieu où il y a la communication entre les différentes parties du cerveau, ou l'hippocampe, qui est le siège de la mémoire personnelle. Sur le spectre, elle observe la quantité de neurotransmetteurs qui sont les molécules de la transmission du message nerveux, comme le glutamate ou le GABA. Et qu'est-ce que c'est par rapport aux humains ? Si, en observant ces résultats, elle compare ces résultats obtenus à partir de souris non traitées au bisphénol A à des résultats de souris traitées avec le bisphénol A chloré. Si jamais elle détecte des effets négatifs, alors on se demande si ces effets négatifs ne se seront pas retrouvés chez l'homme, ce qui posera un gros problème de santé publique. Merci de votre attention. Merci pour cette présentation un peu nouvelle. Donc, y a-t-il des questions ? Je l'ai convaincue. Hein, c'est-à-dire que quelque part, elle ne connaissait pas le projet édifice. Et j'étais parti pour expliquer aux doctorants ce que c'est que le projet édifice. Et donc, j'étais en train de lui dire, évidemment, si le CBM, c'est vrai que c'est quand même pas facile les sujets. Mais bon, je l'avais. Mais non, c'est pas facile. Mais aujourd'hui, tout est facile parce que les jeunes nous l'expliquent. Parce que toi, Patrick, quand tu nous expliques, c'est pas la même chose. Hein. Voilà. Je l'ai cherché. Hein. Là, tu l'as cherché. J'ai compris beaucoup plus de choses aujourd'hui sur ce que font les labos à travers les jeunes qu'à travers les directeurs et les chercheurs. Ça, c'est sûr. Mais pour revenir à ma thésarde, comment vous pensez ? Est-ce que vous regrettez le jour où vous avez dit oui, on va regarder ça ? Le travail d'explication, parce que ce sont les jeunes qui expliquent votre thèse, c'est ce que j'ai compris là. Et comment vous avez pris le sujet ? Comment vous pensez de la démarche là ? Qu'est-ce que vous en pensez surtout ? Je suis ravie de leur démarche. C'était vraiment essayer de les intégrer dans mon projet de thèse, de leur montrer vraiment ce que je fais moi au jour le jour, de leur expliquer de quelle hypothèse j'étais partie, de quelle démarche expérimentale je voulais appliquer et quels résultats j'attendais, ou en tout cas j'espérais, parce que souvent la recherche, c'est pas souvent ce qu'on attend. Et donc c'était vraiment leur montrer cette démarche scientifique, et je suis vraiment ravie de leur présentation. Elles ont fait une excellente présentation, c'était très clair. Pourtant c'est des concepts relativement difficiles, d'expliquer un modèle biologique, d'expliquer une démarche scientifique, d'expliquer l'IRM. Bon, c'était un petit peu moins drôle qu'avec la pièce de théâtre, mais elles se sont très bien débrouillées pour l'expliquer, parce que finalement l'IRM c'est aussi de l'ARMN. Donc vraiment bravo à elles, elles ont fait une très belle présentation. Bravo à vous. Bravo. Et quelque part, pour vous, doctorante, est-ce que c'est pas déjà une façon de commencer à rédiger sa thèse, de réexpliquer le comment, le pourquoi ? Est-ce que quelque part... Absolument. Elles m'ont posé des questions très pertinentes, des questions que je m'étais pas encore eu le temps de me poser et qui, elles, par l'enthousiasme, me posaient à l'avance et qui me forçaient justement à avancer dans mon sujet. Donc c'était vraiment très intéressant de pouvoir échanger avec elles. Et une question, je vais la poser aux jeunes. Finalement, vous cherchez des modifications... dans les spectres IRM ou bien les images IRM. Et est-ce que vous savez s'il y aura une corrélation avec la pathologie ? Est-ce qu'on peut observer une pathologie ? Est-ce qu'il sera observé une pathologie si vous détectez quelque chose ? Alors, le modèle animal est un petit peu plus compliqué, ce que les jeunes filles ont présenté. Ça va être, on essaie de faire un lien avec les gliomes.
Donc, on essaye de faire une corrélation avec les cancers. Donc, le modèle, c'est des souris là, qui ont été présentées seulement traitées, mais en fait, elles vont subir des modifications génétiques. Elles sont modifiées pour une protéine qu'on trouve dans un type de cellule dans le cerveau, et on essaye de voir si, justement, le bisphénol A pourrait avoir un effet cancérigène. Voilà, très bien. Bien. On va encore vous remercier.